Bienvenue à tous ce soir au Centre André-François donc, et à cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition J'ai pas d'Iparté. Une exposition, je pense que tout le monde ici est au fait, porte sur les représentations du sport dans la littérature de jeunesse. Je fais un petit aparté rapide parce que c'est très intéressant de le savoir. L'exposition a été conçue de manière itinérante, donc elle est vouée après à voyager sur tout le territoire national. Elle est gratuite à l'emprunt et vous avez aussi le catalogue de l'exposition qui est accessible sur le site du Centre André-François. Donc vous pouvez retrouver tout le contenu voilà, sur un format numérique aussi. Donc l'exposition, elle est soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles qui subventionne le projet à près de 50%. On est aussi soutenu par la région Hauts-de-France. Et puis en premier lieu, bien, par nos élus de la ville de Marny-les-Compiègnes, monsieur le maire ici présent et Stéphanie Doza, qui s'est excusée, mais qui est donc l'adjointe à la culture et au jumelage. Nous avons aussi comme partenaire l'OSARC, donc l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne et l'Association française pour la lecture. Voilà. Donc on est honoré par la présence donc, de Nicolas Teillard, ici présent, qui va animer cette table ronde et qui va vous présenter nos invités, qu'on est tout aussi honorés d'accueillir ce soir. Voilà, et je tiens aussi à préciser qu'Yvan Chenouf, avec qui j'ai travaillé sur cette exposition, est présente ce soir. Il y aura un petit temps d'échange assez informel après la table ronde, mais il y aura aussi des moments, je crois à le savoir, pendant la discussion où on pourra échanger. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde participe, puisque l'important, c'est de participer. On est dans le sujet, on a décidé d'imaginer la discussion en quart-temps. Alors, ça sera plutôt un match de basket ce soir. Il y en aura trois avec des thématiques qu'on a envie d'évoquer. D'abord sur les images que l'on trouve dans la littérature jeunesse autour du sport, sur l'aspect compétition et son lien avec l'éducation, son lien ou non d'ailleurs, on verra ça évidemment avec tout le monde, et puis d'imaginer aussi des solutions avec la manière dont on peut accompagner les enfants vers le sport, par la lecture, par l'écriture. Ça passe bien souvent par l'école et c'est là qu'on commence aussi à apprendre le sport, ses règles, parfois le fait de détourner les règles. Alors on aurait pu imaginer un terrain de sport ici pour animer la discussion. Vous êtes presque en tribune et on va échanger tous les quatre. Je vais d'abord saluer celle qui est le plus éloignée de nous, Anne-Margot Reimstein, que l'on voit en 4x3. Vous la voyez bien normalement. Je vais vous présenter nos autres invités. En attendant, Philippe Grand, qui est le président de l'Office du sport ici à Compiègne, journaliste sportif, merci d'être là. Pierre-Philippe Bureau, éducateur, directeur de la revue d'EPS, revue pédagogique autour du sport et qui donne aussi des moyens aux enseignants d'évoquer le sport, non pas seulement par la pratique et la transpiration, mais par la réflexion et l'écriture. Et puis le plus costaud d'entre nous, qui est le seul qui fait vraiment du sport au très haut niveau, c'est Vincent Durupt qui est avec nous. Merci beaucoup. Vincent, dont la modestie lui fera dire qu'il est simplement rameur. Voilà, c'est un champion du monde d'aviron qui est avec nous et qui n'a pas amené sa médaille, mais elle se cache quelque part pas loin. Moi, j'ai commencé à apprendre à lire quand j'étais enfant en lisant les résultats sportifs dans le journal. Et si j'ai appris à lire comme ça, c'est parce que j'avais envie de regarder les photos de sport dans les quotidiens de presse qui étaient soit dans la bibliothèque où travaillait ma maman, soit à la maison chez moi. Et j'ai toujours trouvé que l'image de sport avait quelque chose de fascinant pour les enfants. Et la plupart de mes premiers livres ont tourné autour du sport. Je ne sais absolument pas vous dire si c'est ça qui m'a orienté vers l'idée de faire du journalisme, d'adorer le sport et de commencer par le journalisme sportif. Mais sans doute que ça participe. Je voudrais demander à un sportif et à Vincent si les livres ont compté au départ. Est-ce que tu as eu envie de faire du sport et de l'aviron parce qu'un jour tu as ouvert un livre qui parlait de sport? Alors écoute, pour être franc, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je j'ai pas des grands souvenirs justement de lecture, mais bon, je
qu'est-ce que je pouvais lire, par exemple, oui, Tom Tom et Nana, par exemple, ou c'était pas de la grande lecture, hein, c'était des bouquins de poche aussi sur le Club des 5 ou la collection verte, là, par exemple. Là. Donc, je pense pas que ça m'ait donné plus envie de faire du sport que ça. Non, c'est peut-être, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire le sport ouais, peut-être regarder un petit peu la télé, plus la télévision, et puis les images, quoi, que la lecture. Alors Philippe Grand, le sport dans les médias, c'est ton travail, on va se tutoyer ce soir, c'est ton travail. Comment est-ce que tu imagines la différence entre la manière dont les médias parlent de sport avec des résultats bien souvent et la manière dont on peut en parler dans un livre pour enfants ? Dans un livre pour enfants, il n'y a pas toute la dramaturgie qu'on veut bien mettre dans nos comptes rendus sportifs, où on emploie parfois des termes vraiment excessifs, il faut bien le reconnaître, mais qui sont des termes de gens passionnés. Je pense que dans les livres pour enfants, c'est plus joyeux, c'est moins formel, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'on ne les emmènerait pas là où on doit les emmener. Mais sinon, quelque part, il y a quand même la volonté d'emmener avec nous les gens qui nous lisent. Je pense que quand on fait un compte rendu sportif, on a envie que le lecteur s'imprègne de ce qu'on raconte. Et je pense qu'un auteur, et on aura une auteure qui va nous en parler beaucoup mieux que moi, quand elle écrit un livre pour enfants avec du sport dedans, je pense que c'est aussi pour que les enfants s'imprègnent un peu du contenu. J'imagine, en tout cas. Elle nous le dira peut-être juste après. On va lui demander très rapidement. Pierre-Philippe, est-ce qu'un éducateur utilise l'écriture, la lecture, les livres pour attirer les enfants vers le sport, ou c'est simplement basket, survêtement, gymnase et stade ? C'est ce qu'on voit dans l'exposition. Il y a toujours des gens qui nous accompagnent vers le sport. Il y a des parents, il y a des éducateurs, il y a des opportunités de copinage qui font qu'on se retrouve au pied d'immeubles emmenés par d'autres sur des lieux. Donc c'est souvent des affaires de relations qui font aller vers le sport. Et cette question de l'image, pour nous, la représentation du sport est un vrai sujet. Alors moi, je suis plus éditeur pédagogique, et donc je dirais que nos productions ne sont pas dans l'expo qui relève vraiment de la littérature jeunesse, mais depuis la fin du 19e siècle, la question de la représentation du geste s'est posée. La question de la photo, Jules-Étienne Marais, sur les premières photographies pour représenter le mouvement, c'est la première visualisation en fait, et à chaque fois, c'est des mouvements sportifs qui ont été pris. Plus les gestes militaires, le pas cadencé. C'était déjà là dans la Grèce antique d'ailleurs. Et c'était la question de la représentation et le dessin, puisque donc bien avant la littérature jeunesse, je dirais, sur la fin du 19e siècle, ces essais de photos. Et nous, on voit bien dans une revue comme la nôtre qui a 70 ans d'expérience, comment dans les années 60, le dessin est utilisé pour magnifier le geste, pour le montrer souvent déformé, parce que finalement, mieux que la photo à l'époque, le dessinateur peut détourner le geste pour mettre l'attention de l'observateur sur ce qu'il veut montrer, et ce qui permet, pendant longtemps, enfin jusqu'à la fin du XXe siècle, la photo finalement, à part la belle photo, je dirais, de sport, là où il y a vraiment des agents spécialisés, mais c'est plus aussi l'événement qui est mis en avant. Les gestes techniques sont plus souvent transmis par le dessin et l'illustration que par la photo, même si aujourd'hui les techniques ont évolué et donc on a une capacité d'utilisation de photos. Mais le dessin, c'est ça. Et pour nous aussi, en termes de formation d'enseignants, par exemple, quand un dessinateur illustre une scène de classe, une organisation de la classe en train de faire une séance d'éducation physique, il organise totalement la réalité différemment, mais pour pouvoir montrer ce que l'enseignant doit apprendre à repérer. Et donc on a cette lecture de l'image, et donc l'image du sport et l'image du mouvement est une vraie plus-value et une interaction permanente dans nos outils. La salle de classe est un enjeu, la cour de récré aussi, on en parlera tout à l'heure. Tout le monde n'est pas égal, tous les sportifs ne sont pas égaux sur un terrain, tous les sports ne sont pas égaux non plus dans leur représentation. Vincent, est-ce que tu as déjà vu de l'aviron dans un livre pour enfants ? Justement, non, je pense pas. L'aviron, c'est vrai que ça reste un sport quand même
qui est peu connu, peu médiatisé et encore moins dans les livres. Ouais. On en a trouvé une dans l'exposition. Quand même, ça existe, mais il y a aussi une vraie injustice, on va dire, en tout cas un décalage dans la manière dont les sports sont mis en avant ou non. Je crois que quand on fait le tour des livres pour enfants, on arrive quand même bien souvent à la course, à la piscine et au foot en premier. Ça participe aussi de ce qu'on montre. Est-ce que l'on doit montrer plus de sport, plus de terrains de sport et différemment, Philippe Grand, dans les médias peut-être, mais aussi dans la littérature? Est-ce que ça va ensemble? Je pense qu'il y a aussi un problème technique. En aviron, quand vous dessinez un 8, ça prend beaucoup de place. Un ballon, c'est quand même extrêmement simple. Et qu'est-ce qui est finalement le plus représentatif du sport et aussi de l'objet que l'enfant utilise pour s'amuser? C'est le ballon. Donc le foot, le basket, ça va tout seul. On a retrouvé Anne-Margot. Bonsoir. Alors, j'ai pas arrêté le lancement de la table ronde. Je vous entendais avec le téléphone portable pour essayer de régler les problèmes techniques. Anne-Margot, pour vous la présenter, Anne-Margot Reimstein, c'est une autrice, illustratrice. Il y a son livre En forme qui est juste là, qu'on a posé devant nous, que vous pourrez découvrir, parcourir, feuilleter. Elle a choisi de montrer le sport avec à chaque fois une image, une représentation et un verbe, parce que le verbe est important, c'est une action à chaque fois. Il y a des activités aussi autour de son livre qu'on essaye de visualiser. La littérature jeunesse et le sport, c'est choisir de montrer certains sports, c'est choisir de montrer certains terrains, c'est aussi peut-être choisir de ne pas montrer certaines choses. D'abord, est-ce que vous avez l'impression, tous les trois, et peut-être Pierre-Philippe pour commencer, que les images que l'on voit dans les livres pour enfants correspondent à la réalité du sport tel qu'il est fait par les enfants, par les adultes, aux personnages que l'on retrouve sur un terrain? Alors, la littérature jeunesse, elle n'est pas là en fait pour reproduire le réel. Il y a des livres documentaires, il y a d'autres formats, d'autres types de ressources qui sont là pour ça. La littérature jeunesse, elle joue à la fois sur les représentations, parce qu'en effet, quand on dit il y a certains sports qui sont plus visibles que d'autres et plus fréquents dans les albums, mais finalement, quand on en voit certains, le problème du jeu de foot, c'est le problème de la règle, c'est le problème de jouer ensemble, c'est le problème de faire les équipes, et finalement, c'est le problème universel de tous les jeux collectifs, et que ce soit le foot ou le basket qui servent de trame de l'histoire, ça ne change pas grand-chose finalement. Vincent, est-ce qu'on idéalise un petit peu le monde du sport quand on l'imagine enfant, avec ses performances, ses victoires? Bien souvent, c'est ça qu'on cherche, une médaille notamment, une fois qu'on fait du sport et jusqu'au très, très haut niveau comme toi. Est-ce qu'on a un revers de la médaille qu'on n'avait pas forcément découvert dans les livres? Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand on regarde des posters, ou on regarde des images, ou éventuellement dans des livres, on voit que les bons côtés, que la dernière image, enfin que la médaille, mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le chemin. C'est le chemin aussi pour y arriver qui est intéressant. Mais par contre, effectivement, on montre que le bon côté, quoi. Est-ce que c'est valorisé, ce chemin? Parce que pour arriver à la médaille, pour arriver au jour de la compétition, ce sont des jours, des mois, des années d'entraînement, d'efforts intenses. Est-ce que cet aspect-là, on le découvre au fil du temps? On ne nous l'explique pas forcément au départ, que c'est ça, devenir un champion ou un sportif accompli? Après, c'est pas que des mauvaises choses de ce chemin, hein. C'est pas que de la souffrance, etc. Il y a aussi beaucoup de choses, hein. Beaucoup de belles choses et de beaux partages, justement. C'est en ça aussi que le sport, hein, il y a une part de l'éducatif dans la compétition, etc. Mais du coup, c'est des bons moments de souffrir pour s'entraîner. Il y a quelques moments qui sont difficiles, forcément, mais il y a beaucoup de bons moments quand même. Les médias, de ce point de vue-là, est-ce que de la même manière, on idéalise aussi justement le rôle peut-être de celui qui gagne plutôt que celui qui permet d'arriver à cet endroit-là? Oui, mais là le rôle d'un média ou d'un journal, c'est forcément différent. On doit expliquer comment un champion arrive à son niveau. Pour moi, là, c'est totalement différent. Alors que dans un livre pour enfants, c'est sans doute souhaitable qu'on
qu'on ne découvre pas d'emblée tous les efforts qu'il y a à faire. Et il faut surtout pas décourager les vocations naissantes, ce serait dommage. Donner envie de faire du sport, ça fait partie de la volonté d'écrire, d'illustrer le sport, Anne-Margot? Alors, dans le cadre, vous m'entendez bien cette fois-ci, je fais juste un point. Super. Merci, super. Alors, dans le cadre du livre en forme, je n'ai pas spécialement donné envie, mais en fait, j'ai voulu évoquer des souvenirs de l'enfance liés à l'idéalisation du sport, mais aussi aux échecs, au fait de s'entraîner, d'essayer d'avoir des modèles, c'est inégalable ou d'imiter. Et donc, voilà, il y avait des thématiques qui étaient liées à la fois à l'enfance et au sport que je voulais mettre en scène. Alors on essaye, moi j'ai compris tout le début, mais ça commence à sauter un tout petit peu. Tiens, idéaliser, en l'occurrence, est-ce qu'on se projette quand on devient un sportif de haut niveau uniquement sur le fait d'avoir des modèles? Est-ce qu'on a besoin de ça, que ce soit dans un livre ou dans la presse, de se repérer à quelqu'un pour grandir? Oui, je pense que ça aide. Moi, je pense, à l'Aviron, en tout cas. Il y avait des posters qui étaient édités chaque année. Il y avait aussi un livre Aviron qui reflétait toute l'année sportive. Et c'est vrai que je garde des très bons souvenirs à les feuilleter, ces bouquins, quand j'étais plutôt adolescent, jeune, parce que c'est vrai que l'aviron, c'est un sport à maturité tardive, donc on commence assez tard, on commence qu'à partir de 12 ans. Donc c'est vrai qu'on lit, on regarde pas mal ces bouquins, et moi ça m'a effectivement beaucoup motivé et donné envie justement. Est-ce que le sport c'est forcément la compétition? Le sport c'est pas forcément la compétition, mais en tout cas la compétition aide à se motiver et puis à progresser. Et il y a des bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés dans la compétition, mais il y a quand même plus de bons côtés en compétition. Ouais. Des enfants qui font du sport ou qui apprennent le sport par des livres, est-ce qu'ils ont cette tendance de vouloir gagner à tout prix plutôt que de vouloir peut-être se dépasser? Oui, c'est l'environnement fréquent de la compétition qui existe et qui en effet est souvent reproduite dès qu'on parle de sport et dès qu'on parle à des jeunes et qui vont aller s'inscrire dans un club. Après, il y a des formats très différents. La pratique à l'école est souvent moins compétitive. Ou si la compétition est utilisée, est plus utilisée dans un sens éducatif avec des possibilités de variation et on est plus sur un côté de progrès plutôt que d'absolu, ce qui est sans doute la différence avec le sportif de haut niveau où la quête de l'absolu à un instant donné reste quand même la motivation et la réalité de la pratique du très haut niveau. Dans un champ éducatif, la quête du dépassement de soi, la quête du record, elle est possible, mais le record de chacun n'a pas de valeur d'absolu comme on peut l'avoir dans le champ du sport. Anne-Margot, ne pas idéaliser le sport, mais le montrer aux enfants avec un verbe et un cadre, ça partait de quelle idée, justement, chez toi? Ça partait. Il y a beaucoup de façons de parler du sport et de la pratique du sport, et là je voulais parler du corps dans l'espace. Donc, à chaque fois, le verbe se rapporte à l'action du protagoniste dans l'espace, des protagonistes entre eux. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important dans le sport parce que dans le quotidien, en fait, on a un rapport à l'espace qui est assez monotone et qui est répétitif. Alors que dans une activité sportive, quelle qu'elle soit, même si elle est répétitive, extrêmement simple, en fait, on découvre notre corps dans l'espace de façon très intéressante. C'est quelque chose qu'on a tendance à perdre quand on ne fait pas de sport. Est-ce que l'esprit d'équipe est mis en avant dans les livres pour enfants, dans les médias, quand on parle de sport? Est-ce qu'on peut à la fois aller chercher la performance, mais aussi se dire qu'elle vient du fait qu'on aide le coéquipier, la coéquipière ou celui qui est à côté? Je crois que dans les livres pour enfants, oui, c'est souvent le cas quand même. On sent bien qu'à un moment donné, dans la foultitude de petits personnages qu'on peut rencontrer dans ces livres, la personne qui vient aider, la personne de l'ombre, celle qui est plus humble que les autres, mais qui finalement permet à l'un d'être mis en valeur ou à l'autre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve après dans le sport où les clubs, les équipes fonctionnent
avec des gens qui prennent la lumière, et puis d'autres qui sont dans l'ombre, mais qui font un travail considérable. On le voit vraiment à tous les niveaux, peut-être même en aviron, parce qu'on parle toujours des rameurs, mais on parle jamais du barreur. Mais le barreur a un rôle considérable. Ingrat, mais considérable. En l'occurrence, ça fait partie du monde du sport, ces personnages qu'on dirait de l'ombre. Ah bah oui, tout à fait, ouais. Oui, il y a le sportif, mais il y a aussi tout l'encadrement, l'entraîneur, les bénévoles qui s'occupent du club, etc. Donc, non, effectivement, et le barreur, comme tu dis, qui peut faire perdre des courses. Hein, donc, c'est... Mais pas les faire gagner, hein, visiblement. si, il peut les faire gagner aussi, parce qu'il a un rôle de motivationnel et puis et de cohésion aussi, effectivement, ouais. Et puis il y a l'entourage aussi. Le sport, c'est l'adversaire, le coéquipier, le copain qui encourage les parents qui sont peut-être au bord du terrain, avec les problèmes que ça peut poser aussi parfois, Pierre-Philippe. Oui, et la littérature jeunesse le montre bien. C'est toujours des aventures collectives, pratiquement, hein, sur la majorité des albums qui ont été pris pour l'exposition. Le collectif est là. Alors, parce que en même temps, la littérature jeunesse a une vocation à faire réfléchir les enfants en les faisant lire. Donc, cette idée de les confronter à une réalité peut-être parfois un peu déformée, mais de même qu'à l'école, on apprend à jouer des rôles différents, on apprend à changer de membre d'équipe, on apprend à arbitrer à certains moments. Et que ce travail éducatif, il se fait en effet en assumant les différents rôles. Et dans le rôle de l'apprentissage de l'EPS à l'école, il y a cette mission-là, d'être capable de jouer, en effet, mais aussi d'arbitrer, mais aussi d'être le partenaire d'entraînement, d'être aussi le relayeur, donc de ne pas être toujours, de pas obligatoirement questionner celui qui arrive le premier sur la ligne d'arrivée. Hein, et donc, et l'école a ce rôle-là et cette mission éducative. Je dirais que c'est une des spécificités de l'éducation physique et sportive par rapport à la dimension sportive, où en effet, on le voit bien, cette difficulté à dépasser l'événement médiatique de la réussite et de la médaille pour en effet associer tout un staff, toute une équipe qui a permis la performance, hein, comme tu disais très justement. C'est un entourage qui permet la performance. Aucun champion n'est champion tout seul sur une île déserte en s'étant préparé tout seul. Hein. Est-ce qu'il y a un parallèle, Anne-Margot, entre le sport et les livres, justement ? C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est obligé de jouer différents rôles, peut-être, celui de la star, celui du partenaire, celui de l'arbitre. Est-ce qu'il y a un parallèle à imaginer entre les deux ? Dans le monde de l'illustration ? Par exemple ? Oui, tout à fait, évidemment. C'est pas toujours possible ni facile de remercier, de créditer tous ceux qui ont participé à la fabrication d'un livre. Et souvent, il y a beaucoup de livres. Par exemple, là, je me trouve dans ce cas de figure où, dans le cas d'un livre illustré, on ne peut pas toujours se permettre esthétiquement d'avoir une liste de noms à la fin. Parce que l'épure va jouer à la qualité du livre. Et donc, pour des raisons purement esthétiques, on va éviter de remercier des gens qui mériteraient d'être cités. Il y a le même genre de question. Les partenaires notamment, j'espère qu'on va réussir à te garder en ligne et à pouvoir t'entendre jusqu'au bout. Tiens, tu es la seule femme de notre discussion. Est-ce que le fait de mettre des filles, des petites filles, des femmes qui font du sport dans un livre, pour toi, autrice ou illustratrice, c'est important ? Oui, bien sûr, ça l'était, mais c'était au-delà des personnages féminins. Je voulais qu'il y ait une représentation la plus large possible des sportifs, de ne pas faire que des silhouettes idéalisées ou des silhouettes qui ont les marqueurs du sport, qui correspondent aux stéréotypes des sportifs, et d'avoir une variété justement des corps, des formes, des types. Et j'espère l'avoir fait après dans une certaine mesure. Mais oui, c'était très important de mettre en image des femmes, bien sûr.
Comment est-ce que tu as envisagé, toi, de parler de sport avec des dessins? C'est par rapport à ton expérience personnelle, par rapport à des recherches que tu as faites, c'est par rapport à une volonté de montrer certaines choses? Alors, il y avait une nostalgie déjà du rapport au sport et au corps pendant l'enfance, euh, de l'offre de sportifs que l'on avait quand on était enfant, soit par les jeux, soit par l'école, qui est quelque chose qui en tout cas a tendance à dépérir après. Et puis, il y avait aussi une envie de rendre hommage à la photographie sportive et à l'image du sport, que je trouve esthétiquement remarquable. C'est quelque chose qui me bluffe à chaque fois lorsque je regarde des images, lorsque je fais des magazines sportifs auxquels je ne comprends pas grand-chose parce que je ne suis pas forcément des équipes ou des sports, des disciplines, mais je vais adorer regarder des manifestations sportives, que ce soit à la télé ou par les images qui sont données dans la presse. Donc il y avait aussi cette envie dans un livre d'utiliser cette esthétique-là, mais dans le registre jeunesse, donc de transposer les codes de la photographie sportive à l'illustration jeunesse. Le sport pour tous dans les médias, est-ce que c'est quelque chose auquel on pense comme ici dans un livre pour enfants? Est-ce que le sport a vocation aussi à être exemplaire? Alors, le sport, on voudrait que le sport soit exemplaire. Le sport doit être paré de toutes les vertus. Le sport doit toujours faire mieux que tout le monde, et je pense qu'on en demande trop au sport. Un champion doit vraiment ne jamais commettre un impair, ne jamais créer le moindre scandale, ne jamais être pris en défaut de quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place parce que, en fait, ce sont des gens comme vous et moi qui ont leurs qualités et leurs défauts. Donc, le sportif au-dessus de tout, non, ça n'existe pas. Par contre, je pense que dans les livres, on peut. Je ne pense pas qu'on va me contredire ce soir. Je pense que dans les livres, on peut vraiment valoriser le sport et le sportif à travers les dessins, les scénarios imaginés, mettre en avant des personnages hors normes qui se retrouvent vraiment au-dessus de tout. J'ai lu dernièrement une BD, alors je sors un peu du cadre, mais une BD sportive sur un personnage, Jim Thorpe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire d'un Amérindien qui a été un sportif incroyable aux États-Unis au XXe siècle, et on a un peu perdu sa trace, et c'était vraiment un type extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que traduit en bande dessinée, ça donne vraiment quelque chose de fantastique, et on a l'impression que c'est fictif, sauf que c'est une histoire vraie. Voilà. Donc tout ça pour dire que le dessin et le livre magnifient la valeur d'un sportif. L'exemplarité, Vincent, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on vit quand même dans l'entourage, ce dont on parle, là, le sportif dans les livres, c'est quand même souvent celui qu'on montre avec des muscles, avec une santé parfaite, celui qui a le bon geste au bon moment. Est-ce que ça, on le subit après dans la vie quand on est sportif de haut niveau? On doit avoir le côté exemplaire partout. Ah bah oui, un petit peu, effectivement. Oui. Effectivement, on est un peu surveillé. C'est pas tous les jours facile à porter, d'ailleurs, hein, d'être toujours exemplaire, mais ça fait partie du travail un peu du sportif, ouais, justement. Ouais. Ouais, enfin, du travail, si on peut parler d'un travail. Il y a pourtant beaucoup plus de gens qui perdent que de gens qui gagnent dans le sport, mécaniquement. Est-ce que ça, on y pense? Quand on fait du sport, on se dit, bah non, ça va être pour moi, c'est moi qui vais gagner. Bah, moi, j'ai beaucoup perdu, hein, par exemple. Hein, donc, mais je trouve que c'est pour ça que je te dis le chemin est important, parce que justement, perdre, c'est souvent en perdant qu'on apprend, en fait. Donc, faut pas avoir peur de perdre. Mais ça dépend ce que c'est perdre, parce que voilà, on peut ne pas être premier et ne pas perdre pour autant. C'est être dans une compète, c'est pas toujours perdre. Ah oui, tout à fait. Ouais. On peut. Moi, j'ai pas forcément. Voilà, on parle souvent de mon titre de champion du monde, mais c'est pas forcément ce dont tu es le plus fier. Ce dont je suis le plus fier, et je garde le meilleur souvenir, effectivement. On parle là de littérature Sportif. Jeunesse. On parle aussi d'éducation au sport par la jeunesse. Toi, dans le message que tu aurais à donner à des enfants qui font du sport, qui veulent faire du sport, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Le fait de pouvoir gagner des choses, le fait de se dépasser, comment est-ce que tu attirerais des enfants vers le sport?
comment j'attirerais les enfants par le sport? Bonne question. Déjà par le fait d'être. Enfin, moi, je suis un sport en plein air, donc j'ai apprécié le sport en plein air et j'en ai même besoin maintenant. Donc, c'est le fait d'avoir un équilibre, surtout d'avoir un équilibre entre l'esprit et le corps, en fait, hein, tout simplement, d'avoir un équilibre même tout au long de sa vie. Parce que maintenant, moi, je suis donc kinésithérapeute et c'est vrai que je vois que que même à 40 ans, à 50 ans, on a besoin de cet équilibre entre l'esprit et le corps, en fait. Ça veut dire que dans ton cabinet, c'est des gens à qui le sport a fait mal, qui viennent te voir. Non, parce que je ne suis pas beaucoup de sportifs, justement. Je ne suis pas beaucoup de sportifs, mais par contre, il y a des gens brillants qui ont des gros postes, etc., et qui ne peuvent plus travailler à cause de problèmes physiques, justement. Anne-Margot, tu voulais ne pas idéaliser le sport et montrer qu'il était ouvert à tout le monde, à toutes les formes, à tous les âges. Est-ce qu'on montre aussi ses mauvais côtés quand on a envie de faire un livre pour les enfants? La triche, par exemple, ça fait partie du sport? Est-ce qu'on le montre? Je pense que la triche fait partie du sport, oui. Mais alors dans le cas du livre en forme, je ne l'ai pas fait, mais j'ai montré certains mauvais côtés, comme la chute. La chute ou le fait de perdre, d'échouer, de recommencer, de s'entraîner en souffrant et sans forcément que les résultats suivent. Et puis après, c'était une vision aussi du sport au sens large. Il y a aussi des images qui concernent les sportifs du dimanche ou des personnes qui seulement s'entretiennent en fait, physiquement. Un mot de la défaite, justement aussi, de la triche, de la défaite, de tout ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce qu'on doit l'apprendre à travers les livres? On la vit de toute façon, donc et bon, le livre permet de l'exprimer. C'est plus, je pense, une des forces de la littérature jeunesse, c'est le fait de pouvoir exprimer l'ensemble de ces réalités du quotidien ou de la vie, qui ne sont pas les moteurs de l'activité. En fait, un jeune ne va pas aller dans un club sportif en se disant qu'il risque de tomber ou qu'il risque de perdre ou il y va pour retrouver des copains, il y va pour jouer, il y va pour des émotions, pour des sensations. Je crois que tu disais tout à l'heure, voilà, la sensation du rameur au bord de l'eau et l'odeur de l'eau et le vent enfin, tous les rameurs expriment le vent sur le bord de l'eau le matin dans le brouillard comme étant une des plus fortes sensations qui les a motivés, plus que le fait de savoir s'ils ont fait leur nombre de kilomètres comme étant l'expression de leur réussite. Donc, et les moteurs du décrochage, les adolescents, et en particulier les adolescentes qui abandonnent l'activité physique vers 12, 14, 15 ans, on sait très bien que ce n'est pas celles en particulier et ceux qui étaient uniquement entraînés ou motivés par des questions de compétition, de groupe, d'équipe, etc., décrochent beaucoup plus que ceux qui expriment des éléments d'émotion, de sensation, de plaisir de faire, de plaisir de vécu de séance, plutôt que ceux qui expriment des résultats. C'est rarement parce qu'on était champion d'un niveau qu'on a envie de continuer. Enfin, c'est un instant T, oui, ça peut être un déclencheur, mais pas dans la durée. Attirance pour la photo, Anne-Margot, de sport et hommage à travers ton livre. Justement, la liberté du dessin pour une illustratrice, de pouvoir trouver cette espèce de sensation particulière qui peut être celle du terrain de sport et qui doit être en même temps difficile à traduire en dessin. La ferveur d'un stade, par exemple, comment est-ce qu'on montre ça ? En fait, je me suis retrouvée face à beaucoup de difficultés parce que le dessin était, surtout le dessin pour la jeunesse, en fait, de limiter finalement les outils. C'est-à-dire que dans la photographie sportive qui m'inspirait tant, il y a beaucoup de déformations de corps qui en fait sont rendus quasi monstrueux par l'effort ou par la position dans laquelle ils sont. Et c'est quelque chose qui est difficile à transcrire en dessin ou qui devient vraiment très étrange dans le cadre d'un livre jeunesse. Donc ça fait partie des choses que je n'ai pas pu justement mettre en scène tellement. Et après, pour montrer par exemple la ferveur d'un stade, ce sont des choses qui s'évoquent. C'est-à-dire que ça ne peut pas être véritablement décrit, mais il faut juste qu'il y ait quelques marqueurs ou quelques signes que l'on identifie à la fête, à la dièse. Et là, ce sont des questions de communication visuelle.
Là, on parlait peut-être d'ambiance. Le sport, c'est du bruit aussi. Alors avec des supporters, mais aussi avec le bruit, j'imagine, d'une rame qui rentre dans l'eau, avec le bruit d'un shoot, d'une frappe au tennis. Tous ces bruits-là, est-ce qu'on arrive à les traduire? Mais après, ça dépendra de l'implication du spectateur, enfin, du lecteur du livre, c'est-à-dire à quel point il sera familier avec une scène, avec certaines images, avec certains sports, et dans ce cas, il pourra y associer ses propres sons, ou sinon, ça restera justement plus anecdotique, plus pour lui, ou plus mystérieux. Donc là, ce que j'ai voulu faire justement dans ce cas-là, c'était d'avoir. Je n'ai pas pu avoir toucher à l'exhaustivité. J'ai mis autant d'images que possible, mais j'ai été forcément limitée par le volume du livre. Mais je voulais qu'il y ait quand même que ce soit un livre relativement généreux, avec beaucoup d'images, pour que chacun puisse y retrouver quelque chose, et puisse à un moment s'identifier à une situation ou à un personnage. Philippe, le journaliste sportif, c'est une ambition pour plein d'enfants, d'adolescents, soit parce qu'ils rêvent de pouvoir faire partie un peu de ce décor-là. Et je suis sûr que tu as déjà reçu des demandes de stage pour je veux faire du journalisme de sport. Et pourtant, le sport, c'est pas si souvent qu'on l'utilise dans sa version écriture quand on est au collège, au lycée. Est-ce qu'on doit beaucoup plus utiliser le sport comme un terrain de création pour les jeunes, pour écrire et pas seulement imaginer qu'il y ait une version, être autour du terrain pour raconter un match? Oui, non, mais tu te doutes bien que je vais te dire oui, bien sûr. Le sport, c'est pas qu'un match, c'est pas qu'un compte rendu. Ce sont des rencontres avec un tas de personnages intéressants, étranges, ordinaires, extraordinaires. Voilà, il y a toute une galerie de personnages. Et là aussi, on peut dire que ça ressemble à ce qu'on retrouve dans les livres pour enfants, parce que les galeries de personnages, ça pullule, et c'est ce qui fait aussi la force de l'environnement sportif. C'est qu'on retrouve tout le monde. Tout à l'heure, on disait le sport pour tous, mais le sport pour tous, mais c'est aussi pour tous les spectateurs. Tout le monde, à un moment donné, s'intéresse à une question sportive, à une rencontre sportive dans sa vie, parce que on y est confronté, on s'y retrouve à travers une personne qu'on connaît. Et ça, c'est génial. Est-ce qu'on a encore de la place aujourd'hui dans un journal, dans des médias, pour parler de sport comme on le ferait dans un livre? Je pense à Antoine Blondin, à Albert Londres, c'était les forçats de la route pour le Tour de France. Est-ce qu'on a encore le droit aujourd'hui, ou est-ce qu'on est plus que limité? jamais, plus que jamais. Plus que jamais, pourquoi? Parce qu'il y a une grande tendance actuellement à ne plus publier une tonne de comptes rendus qui finalement se ressemblent tous. À la 10e minute, machin a tiré au but, à la 30e, machin a encaissé un but. Voilà. Et on s'intéresse beaucoup plus, dès que c'est possible, aux personnages, aux histoires et au vécu de chacun. Et on en tire des récits, des papiers, ouais, je ne vais pas dire des livres parce que ce serait exagéré, mais on peut même faire des séries à suivre, en tout cas, des nouvelles, c'est le bon mot, qui rencontrent un certain succès. Donc oui, il y a de la place. Si on veut prendre la place, il faut la prendre. Le monde du sport, c'est un monde où tu as croisé, Vincent, des personnages qui auraient mérité d'être des héros ou des personnages de livres et de littérature? Oui, c'est comme dans la vie de tous les jours. On croise un peu de tout dans le sport. On croit que on idéalise un petit peu ce monde-là, mais en fait, moi je dis, c'est une belle école de la vie, justement. Ça marche, cette expression, c'est vrai. Le sport, école de la vie. Est-ce qu'elle est pertinente? Pour moi, oui. Effectivement, ouais. Effectivement, on voit de tout. Enfin, on voit de tout. On voit les faiblesses aussi. Ah oui, des gens, des adversaires. Comment est-ce qu'on vit ça, le fait dans les livres, c'est difficile de traduire quelqu'un qui va mal. Alors on parlait tout à l'heure de la blessure, mais l'échec, la caméra, elle se focalise à la fin d'une course sur celui qui lève les bras et qui gagne, pas forcément sur les 7 autres lignes qui, elles, doivent vivre la défaite. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que par rapport à ça, l'écriture peut être intéressante aussi pour le sportif, justement dans ces moments-là un peu difficiles, quand on est au creux de la vague ou quand on se sent un peu isolé. Et du coup, on ne partage plus
grand-chose parce qu'on ne nous voit plus, sur les images ou sur les photos, etc. Donc le fait d'écrire, justement, de pouvoir raconter un peu son histoire, on continue à exister. Et puis, je pense à des blogs, par exemple, de certains sportifs. Après, ça donne envie aussi de suivre, en fait, justement, tous ces moments et de ne pas voir uniquement les... Est-ce que ça permet de progresser, de mettre des mots sur sa pratique, par exemple, d'écrire? En tout cas, ça permet de partager et puis de se faire comprendre. De se faire comprendre surtout de s'exprimer pas uniquement par le sport et s'exprimer aussi justement par les mots. Et je pense qu'on le demande de plus en plus aux sportifs actuellement. Pierre-Philippe, 30 minutes de sport, de pratique sportive à l'école, c'est ce qui est prévu aujourd'hui depuis la rentrée pour les élèves de primaire, par exemple. Est-ce que ces 30 minutes de sport, ça peut être 30 minutes d'écriture ou de lecture autour du sport aussi? Michel Serres disait qu'il philosophait en marchant, qu'il fallait qu'il bouge pour pouvoir philosopher. Donc en effet, cette question du mouvement et de l'activité dynamique se pose. Alors ces 30 minutes, il y a des gens plus spécialistes que moi sans doute dans la salle, mais il faut les recontextualiser sur les préconisations aujourd'hui de santé publique. C'est 30 minutes à l'école, mais ça devrait être aussi 30 minutes dans l'environnement scolaire, c'est-à-dire de faire que les gamins viennent en vélo à l'école ou au moins à pied, ou soient actifs dans certains temps périscolaires, et puis 30 minutes en famille pour atteindre 1h30 par jour, qui sont les préconisations de santé. Donc depuis la rentrée, on parle beaucoup du monde de l'école, mais il ne faudrait pas oublier que les deux autres doivent chacun assumer leur part. Concrètement, en fait... Sport et bibliothèque, c'est compatible. Oui, mais alors, aujourd'hui, on sait, y compris en termes d'apprentissage, au-delà de l'exemple de Michel Serres, sur l'apprentissage, sur la mémorisation, on sait le rôle de l'activité, d'être en mouvement pour apprendre. Parfois, pour s'exprimer, on a besoin aussi de bouger un peu plus et on retrouve plus facilement ses mots, etc. Donc, on sait que le mouvement et le reste de l'activité ne sont pas totalement dissociés. Donc, et c'est une question de la classe, enfin de l'organisation. Alors, bien évidemment, sur l'école primaire, la question se pose depuis notre organisation scolaire du 19e siècle, avec des enfants qui doivent être assis 6 heures par jour, parce que notre modèle d'organisation de la classe, mais le débat du mouvement de l'enfant... Dans certains pays, on a sport l'après-midi. Voilà, il y a des dispositifs différents, et puis aujourd'hui, ce qui commence un peu à évoluer dans les pratiques de classe, je dirais qu'il y a deux temps possibles. C'est de rendre des enfants plus actifs dans la classe. Est-ce qu'ils se déplacent dans la classe? Est-ce qu'ils peuvent réciter leur table de multiplication en marchant ou leur conjugaison en marchant à certains moments ou se déplacer dans différents espaces? Ou ce qu'on a aussi dans le monde du travail avec des vélos bureaux où on pédale, on va se mettre un vélo sur une table de travail pendant un certain temps dans la journée. Donc on a ce temps dans la classe. Le deuxième temps, qui est quand même un temps organisateur de la journée de l'écolier, c'est la récréation. Et en effet, la question de quelle activité dans la cour d'école, est-ce que c'est une activité dynamique ou pas? Est-ce que c'est une activité qui reproduit au contraire des stéréotypes qui font que les garçons occupent le terrain de foot, la cour comme un terrain de foot? C'est toujours vrai, ça? Oui, c'est des choses, c'est observé, c'est discuté. Et on voit que les équipes pédagogiques qui réfléchissent sont attentives à ça, à la violence de la cour. En effet, est-ce que la cour est un lieu sans règles abandonné ou au contraire le lieu d'une activité organisée collectivement? C'est les enjeux de tous les enseignants d'école primaire. En l'occurrence, on parle là des enfants qui sont parfois violents. Est-ce qu'entre enseignants, le sport c'est vu comme... c'est un peu sur le côté pour le prof avec son sifflet, ou est-ce qu'on intègre le sport comme aussi un objet pour la géographie, parce que suivre des compétitions sportives, c'est bien souvent avoir un œil sur la planète et connaître un certain nombre de lieux. Est-ce que ça existe, ça, comme discussion? Oui, je crois que c'est une des difficultés de l'éducation nationale, c'est de montrer sa diversité. Il y a autant d'enseignants et de personnalités d'enseignants différentes que de personnes sans doute dans la salle. Et entre nous, on a chacun aussi des possibilités. Et je crois que c'est moins de les juger en me disant, en effet, il y a des collègues qui vont s'emparer des événements médiatiques.
pour faire des projets scolaires, éducatifs autour des Jeux Olympiques, autour des grandes compétitions, avec certains qui vont idéaliser la pratique sportive et d'autres au contraire poser la question critique de sa pratique et des enjeux et des difficultés que pose le sport. Je crois que tout est dans la réalité des classes. Toute cette diversité existe avec des réalités très différentes. Certains qui sont très actifs et qui peuvent facilement prendre en charge une diversité de propositions d'activités, de jeux, de découvertes de sports différents avec leurs élèves, et d'autres qui sont plus en difficulté avec leur relation à l'activité physique et qui, en effet, vont plus facilement demander une aide extérieure, un échange avec un autre collègue. On a toutes ces réalités-là dans les projets de classe. Anne-Margot, quand Roland Garros passe à la télé, tout le monde ou presque a envie de jouer au tennis. Est-ce que quand on dessine le sport, ça donne envie d'en faire ? Oui, ça donne envie d'en faire. Oui, de se documenter sur les différentes pratiques sportives donnait vraiment envie soit d'en voir plus, soit de les essayer, enfin de tester, évidemment dans la mesure possible, hein, bien sûr. Après, il y en a qui ne m'attirent pas du tout. Mais en tout cas, oui, effectivement, j'ai pu découvrir beaucoup de subtilités dans certaines pratiques que je connaissais juste de très loin. Est-ce que c'est aussi un imaginaire ? Parce que le champion, c'est celui qui a le geste parfait et qu'on arrive peut-être tous à imaginer et toi à mettre sur papier, mais qu'il est si difficile de réaliser dans la réalité. Est-ce que c'est un plaisir de dessiner le geste parfait du sportif aussi ? Oui. Alors, le geste parfait, pas forcément en fait, mais même la tentative, le ratage peut être très agréable à dessiner. Par exemple, j'ai dessiné par exemple, il y a une chute grotesque en skate, et je sais que ça fait partie de l'imagerie du skate, de mettre en image et de montrer des chutes spectaculaires ou grotesques ou ridicules. Et donc, ça peut faire partie des ratages qui sont très médiatisés, qui est très agréable à dessiner aussi. On parlait là du geste parfait, du dessin, tout à l'heure d'écriture, en disant tiens, écrire, c'est peut-être aussi progresser, etc. Est-ce que le dessin peut permettre aux sportifs de progresser ? Est-ce que ça permet de visualiser des choses ? Le dessin. Le dessin ou l'image ou la photo, est-ce qu'on a besoin de cet imaginaire-là ? Pour trouver le geste sportif, oui, c'est important mentalement de s'imaginer, mais aussi de l'avoir vu donc en vidéo ou en image. Il y a des références, effectivement. Il y a des références là-dessus, effectivement. Là, c'est sur l'image. Tout à l'heure, on parlait de la place du sport à l'école. Est-ce que toi, tu as déjà fait du sport, tu as eu à écrire ou à réfléchir sur le sport alors que tu en faisais beaucoup et jusqu'à haut niveau ? Là, il faut que je réfléchisse un petit peu. À écrire sur le sport... A priori, non. Dans la scolarité, il n'y a pas de souvenir immédiat qui... Non, vraiment, pas trop. Non, c'était vraiment deux mondes différents. Hein. Est-ce que ceux qui écrivent sur le sport sont des sportifs ? Pas forcément. On peut aimer le sport, la beauté du geste, l'environnement, tout ce que j'ai déjà évoqué, mais pas forcément se mettre dans la pratique. Je parlais de l'école où on pouvait imaginer, en tout cas à une époque, le professeur de sport un petit peu à l'écart. Est-ce que dans un journal, c'est la même chose ou est-ce que c'est l'inverse ? On jalouse le journaliste qui s'occupe de sport ? Les deux. Les deux, parce que un service des sports dans un journal, on l'appelle, et vraiment c'est partout pareil, l'état dans l'état. Parce qu'on a un fonctionnement totalement différent, parce que le suivi du sport, c'est souvent le week-end, à un moment où il y a moins de journalistes qui bossent. On n'a pas du tout les mêmes heures, on finit tard le soir. Donc on s'organise un peu comme on veut. Et puis c'est une spécialité tellement particulière que nous-mêmes, on a tendance à considérer que les autres n'y connaissent pas assez pour s'en mêler. Donc voilà, oui, on nous jalouse et en même temps, on nous met de côté assez facilement. Hein. Quand il y a des nouveautés, on est les derniers prévenus, mais c'est pas grave. Je dis ça parce que on parlait tout à l'heure de grands récits. Est-ce que le sport offre un terrain de jeu, justement, et un imaginaire
aussi bien dans les livres C'est sûr. que dans des médias qu'aucun autre domaine ne peut offrir. Le théâtre en direct. Ah, mais c'est sûr, c'est tellement vaste, le champ des possibles est tellement énorme et tellement large que, à mon avis, les auteurs peuvent s'en donner à cœur joie, surtout avec des représentations de personnages que chaque enfant finalement peut s'approprier en fonction de son intérêt pour le sport ou de son appétence pour une discipline sportive. Il y a beaucoup de livres qui traitent le sport en le faisant pratiquer par des animaux. Anne-Margot, j'en ai vu beaucoup dans le catalogue. Est-ce que c'est plus facile de passer par l'animal, un peu comme La Fontaine, pour montrer les choses, parce qu'on aurait peur aussi peut-être de vexer ou de ne pas donner envie si on mettait une apparence humaine à certaines situations que le sport nous impose? Oui, certainement, mais je pense que c'est d'utiliser l'animal a aussi l'avantage on lui attribue en fait spontanément des caractéristiques pas seulement physiques, mais surtout morales ou intellectuelles, parce que c'est un bagage intellectuel collectif que l'on a et que si on représente un loup et un agneau, et ben on ne parle pas tellement de physique, on parle plutôt de moralité et d'intégrité, de comportement. Et à mon avis, c'est très intéressant dans le cadre du sport d'utiliser des personnages des animaux. Je reviens peut-être au point de départ de l'illustration. Quand on commence, est-ce que c'est difficile de dessiner du sport par rapport à d'autres choses? Moi, j'ai pas trouvé ça. C'est tellement large en fait. La palette est si large que je pense pas qu'on puisse dire que ce soit difficile. Il y a énormément de façons de l'aborder. On peut parler du sport en parlant des terrains, des objets, des règles du jeu, des corps, des personnages. Il y a vraiment tellement d'angles d'attaque. Ça me semble impossible de dire globalement que de représenter le sport est difficile. Est-ce que c'est une tentation pour tous les illustrateurs, ce domaine-là? Alors, on n'a pas une formation spécifique, mais ça fait partie des grands classiques. Par exemple, quand on a en école d'art, on continue de faire du modèle vivant. Et alors sans forcément avoir des disco-balls ou des choses comme ça, ça fait partie des choses que l'on va, quand des modèles prennent la pose, il y aura souvent des gestes spontanément, ils peuvent prendre des postures qui rappellent des gestes sportifs et qui sont des citations évidentes à des gestes sportifs. Oui. Ça existe beaucoup. Et puis dans la tradition des beaux-arts, c'est la représentation du sport et inhérente au dessin. Enfin, est vraiment intimement lié au dessin. On retrouve tous les physiques dans les livres. Est-ce qu'on retrouve vraiment tous les physiques en réalité une fois que l'on atteint le haut niveau, ou est-ce que le sport, au fur et à mesure de l'âge qui avance, laisse de moins en moins de place à des physiques différents pour la pratique? Par rapport à l'âge, du coup Notamment, mais en grandissant, parce que quand on est petit, tout le monde peut en faire, mais on voit aujourd'hui, on a quand même une vision des sportifs. Je sais pas, Philippe, si c'est le cas dans les interviews que tu réalises. Il y a un stéréotype des rameurs. Hein. Ils sont tous grands, costauds et beaux gosses. Il n'y a pas de problème. Autant enfant, on se dit que tout le monde peut faire du sport, autant plus grand, on se dit que c'est quand même aussi peut-être un peu plus un domaine réservé. Est-ce que c'est vrai? Après, je pense, ça dépend des sports. Il y a plein de sports, je pense au rugby, où il y a une diversité de gabarits, quoi. Le demi-mêlée, il va être plutôt petit. Il commence à être costaud maintenant, les demi-mêlées aussi. Et puis les avants, un peu plus fins qu'avant, un peu moins gras. Mais par exemple, à l'aviron, il y a le barreur, il y a la place pour le barreur. Après, d'autres sports, par exemple le cyclisme, c'est des tout petits. Mais c'est vrai, il y a un morphotype en fonction des sports, inévitable, ouais, effectivement. Et certains sports plus photogéniques peut-être, et donc plus faciles peut-être à mettre en dessin et à illustrer? Oui, mais je pense quand même que ça dépend beaucoup de l'action sportive et de la capacité du photographe à la saisir. Hein. Je pense que dans tous les sports, il y a des très belles images à ressortir, que ce soit en aviron, en sport automobile ou en boxe, pour prendre 3 sports complètement différents. Il y a moyen de faire des clichés formidables, mais il faut être bon photographe. Hein. Il y a des livres pour le sport qu'on conseille, parce que là on parle beaucoup de littérature jeunesse, mais c'est aussi au collège, au lycée. Est-ce qu'il y a des livres qui parlent de sport et qu'on fait lire aux élèves? Oui, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la lecture des adolescents. C'est vrai que
l'identification à certains modèles ou à certaines activités ou à certains... voilà, il y a les passionnés du jeu, de la presse du basket ne seront pas les mêmes que ceux d'une autre presse sportive. Donc on a, mais parce que dans la période adolescente, il y a quand même ces mécanismes d'identification, de représentation qui sont différents de ceux qui peuvent être touchés là, sur la littérature jeunesse, où en effet on est plus sur la discussion de réalité du monde et de questionnement du monde. Donc on a ces processus-là, et puis on a le même débat critique dans les écoles, avec des classes qui travaillent sur la représentation, la place des femmes dans les couvertures du journal du quotidien L'Équipe sur une année. Quelles sont les femmes mises à la une et combien de fois dans l'année il y en a par rapport aux hommes. Sur la place, on peut avoir la même discussion sur la place de certains sports, sur la visibilité ou pas de certains sports. Certains sports comme l'aviron, on va en parler dans une campagne olympique s'il y a des médailles françaises. Et en effet, pendant 4 ans... ils vont être dans l'ombre ou dans le brouillard sur leur bateau. Mais ce qui offre un peu de tranquillité, si j'ai bien compris, Vincent. Mais on préfère rester dans l'ombre. Voilà, ces identifications qui correspondent aussi à des modes de lecture qui sont différentes et qui sont aussi celles des lectures adultes qui sont différentes selon nos expériences, nos points de vue. Ça joue sur les enfants, sur l'amour qu'ils peuvent avoir peut-être de la pratique sportive, ça, le fait de dire moi je vois pas forcément quelqu'un qui me ressemble être mis en avant, soit dans les livres, soit dans des journaux. Je ne sais pas, dans le catalogue de l'exposition, il y a quelques interviews de sportifs et tous et toutes disent que c'est pas ça qui a été le moteur de leur activité ou de leur engagement dans une activité. Mais après, il y a le fait plus on a une pratique intensive, régulière, plus les mécanismes aussi font qu'on lit les choses qui sont sur nos centres d'intérêt, et donc on lit les mêmes choses et on s'auto-entretient d'un certain nombre d'éléments. Mais je pense qu'on est plus sur des processus généraux de lecture qui sont valables dans tous les champs, et que le sport n'est pas très spécifique à ce niveau-là. Le temps tourne, je vais vous laisser peut-être dire un mot de conclusion chacun. On vient de parler de représentation avec des unes notamment. Est-ce que ça marche aussi dans des médias locaux, cette question-là, de montrer tous les physiques, montrer des femmes aussi Idéalement, oui, mais là on retombe d'une manière un peu vulgaire dans la loi de l'offre et de la demande. Si vous faites des unes qui finalement n'intéressent personne ou une minorité, vous n'allez pas durer très longtemps. Donc on est rattrapé par un principe de réalité. Anne-Margot, est-ce que le sport inspirera un autre livre pour toi? Est-ce qu'il y aurait en tout cas des thématiques liées au sport qui te donnent envie peut-être plus tard de mettre des dessins dessus, des illustrations, ou en tout cas d'envoyer aussi des messages aux enfants? Alors, le prochain projet autour du sport et de l'image, ce sera plutôt pour adultes, mais ce sera des projets d'affiches, en fait, de séries d'images. Et après, pour les enfants, j'ai une piste, mais qui n'est pas encore, qui est vraiment à l'état embryonnaire. Mais oui, je ferai à nouveau un livre sur le sport pour les enfants. On ne dessine pas le sport de la même manière si on veut parler aux enfants et aux adultes? Bien sûr. Oui. On est obligé de distinguer. Je pense. En tout cas pour moi. En tout cas pour toi. Vincent, oui. un mot encore pour l'athlète que tu es. Quel message tu aurais, toi, pour que la pratique du sport, qui, toi, t'a permis aussi dans la vie de te sentir bien, soit plus partagée? Qu'est-ce que tu conseillerais? Aux jeunes, aux enfants, chaque enfant peut trouver son sport. Il y a des sports pour tout le monde, en fait, en fonction des gabarits, des capacités, des différentes capacités, etc. Et que la principale source, de motivation que j'ai eue quand j'ai commencé, c'était du plaisir, juste du plaisir à être avec des amis, avec des copains, et à être sur l'eau, etc. Il faut trouver son truc, et après ça. Et après, il faut vraiment essayer de rester actif après toute sa vie, pour avec trouver cet équilibre. Les parents ou les enseignants qui t'ont poussé à faire du sport? Pas mes parents, parce qu'ils n'étaient pas trop sportifs, du coup. Pas trop mes parents. Je pense que c'est venu un peu plutôt des copains, on va dire, des copains, et puis mon frère aussi, éventuellement. Ouais. Mais ça s'est fait... je me suis jamais vraiment trop posé la question. Mais
Mais en tout cas, c'est important maintenant en tant que kinésithérapeute, je le vois, c'est important vraiment d'avoir un équilibre vraiment entre le corps et l'esprit, en fait, d'entretenir son corps, parce qu'on va le garder, on l'a au départ et on va le garder vraiment toute sa vie. Et c'est important de l'entretenir un minimum. Merci beaucoup, Vincent, Philippe, Pierre-Philippe et Anne-Margot aussi à distance. Merci beaucoup d'avoir insisté parce qu'on t'a entendu parfaitement ensuite alors qu'on avait mal commencé. C'est comme un match finalement. On peut aussi y arriver même quand ça commence mal. J'ai pas dit partez, c'est à découvrir juste à côté. C'est vraiment une exposition qu'on conseille et puis ça vous renvoie aussi dans la cour de récré. Ça fait du bien à tout le monde de revenir un petit peu quelques années en arrière à un âge où le sport paraît même pas un effort et où il paraît si normal de pouvoir courir un petit peu partout. Un grand merci à vous en tout cas d'avoir échangé, discuté, de nous avoir apporté autant de choses et à la bibliothèque avec Léa et Ivan de nous avoir accueillis. Et au réalisateur qui a dû avoir des super frissons. Des sueurs. Merci. Merci beaucoup.